Bonjour et bienvenue sur cette leçon introductive sur la création d'une carte géologique et une coupe géologique professionnelle. Avant d'en arriver à expliquer comment créer une carte géologique ou une coupe géologique professionnelle, nous allons commencer par comprendre c'est quoi une carte géologique. Alors, une carte géologique, c'est tout simplement une représentation des roches ou des structures géologiques qui se présentent à l'affairement ou en subsurface d'une région donnée. L'objectif de faire cette représentation, c'est tout simplement d'indiquer la répartition des lithologies ou la succession de ces différentes roches que l'on a rencontrées sur terrain, ainsi que l'indication des structures tectoniques. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons d'abord plusieurs couches qui sont représentées telles que signalées dans la légende. Vous avez la couche des RSF, vous avez la couche des CMN, vous avez la couche de SDB et la couche en vert qui est de Radcris. En fait, la répartition de toutes ces couches sont représentées de sorte qu'on puisse savoir d'un côté leur extension. Vous pouvez d'un seul coup d'œil voir par exemple que cette couche est plus épaisse. Voilà, vous pouvez voir que la couche en vert est une couche très mince et vous pouvez voir que la couche voilà, en couleur blanche vient recouper les autres couches. Voilà, c'est donc une réalité que peut présenter une carte géologique. À part cela, nous avons dit que cette carte géologique représente aussi des informations tectoniques et vous pouvez voir qu'il y a certains insignes qui vont indiquer l'orientation et l'épandage des couches et aussi les structures tectoniques qui peuvent être déduites de bien sûr cette carte, par exemple les failles ou les pluies en cas de répétition d'une couche de part et d'autre d'une quelconque couche. Voilà. Ensuite, nous allons aussi parler d'une coupe géologique et donc nous devons savoir c'est quoi une coupe géologique. Une coupe géologique, c'est tout simplement une section d'un terrain établie selon la verticale. Elle représente bien sûr la partie de ces terrains cachés en profondeur dont on ne connaît pas la partie qui affleure. En fait, lorsque nous créons une carte géologique, cette carte géologique nous donne des informations non seulement sur les couches qui affleurent, mais aussi sur les couches qui sont en profondeur. Et pour déduire ces informations, il faut évidemment élaborer ce qu'on appelle une coupe géologique. Une coupe géologique va comment dire, couper la terre selon la verticale et nous montrer la succession des différentes roches qui voilà, sont dans cette région. Donc, elle permet de dessiner évidemment l'allure vraisemblable de terrain telle qu'elle se déduit logiquement sur les indications de la carte. Et pour créer une coupe géologique, il faut absolument avoir créé une carte géologique. C'est parce que c'est sur la carte, c'est à partir de la carte géologique que sera créée une coupe géologique. La coupe géologique va se constituer justement à partir des informations qui sont indiquées sur la carte, des informations se référant à la tectonique, des informations se référant à l'orientation des couches, les informations se référant aux épaisseurs des différentes couches. Donc rien de nouveau ne sera établi sur la carte si ce n'est que par déduction de ce qui est établi sur la carte. Alors, quels sont les éléments d'une carte géologique? Lorsqu'on élabore une carte géologique, il y a différents éléments qui ne vont pas manquer ou qui vont constituer la dite carte. Et parmi ces éléments, nous pouvons parler du fond topographique, nous pouvons parler de la répartition lithologique et nous pouvons parler évidemment des structures tectoniques. Alors, c'est quoi un fond topographique? Un fond topographique, c'est tout simplement l'avant-plan de la carte. Et cet avant-plan va regrouper tous les éléments qui pourraient constituer un potentiel dans l'interprétation ou la mise en valeur de la carte.
Ces éléments peuvent être notamment les courbes des niveaux. Lorsque, comme sur cette carte, on représente les courbes des niveaux qui montrent les altitudes et l'observation de ces courbes de niveau peut bien sûr nous donner une idée sur la morphologie des terrains. Et vous savez qu'en topographie, lorsque les courbes de niveau sont très rapprochées, comme c'est le cas sur cette zone, ça veut dire que nous avons affaire à un surélèvement, donc une montagne. Mais par contre, lorsque les courbes de niveau sont très espacées à ces niveaux, vous voyez que nous avons affaire à une vallée ou un plateau. Donc, cela peut être une interprétation importante pour quelqu'un qui lit une carte géologique parce que les couches qui vont affleurer sur une montagne peuvent être des couches intactes, alors que les couches qui vont affleurer sur une vallée peuvent être bien sûr décapées à la montagne et puis déposées sur la vallée. Nous avons aussi un autre élément qui est représenté sur un fond topographique, c'est les routes. Voilà, alors les routes doivent être, bien sûr, doivent apparaître sur une carte géologique parce que les routes sont les voies d'accès. Alors, si on définit une lithologie sur la carte et que une des lithologies est potentiellement minéralisée, il faut bien savoir quelles sont les différentes voies d'accès sur cette couche en question. Et les voies d'accès, c'est notamment les routes et aussi, pourquoi pas, les cours d'eau si on veut s'y rendre, par exemple, par pirogue. Voilà, donc l'un des éléments de fond topographique, c'est les routes. Ces routes peuvent être des routes principales ou des routes secondaires. Et vous avez aussi les cours d'eau. Les cours d'eau qui constituent un élément important lors de la planification, bien sûr, d'une exploration et exploitation minière parce que l'homme aura toujours besoin de l'eau, bien sûr, pour réaliser ses activités. Et dans le cadre des forages, un point d'eau est toujours nécessaire sur la région. Mais on peut aussi avoir les écoles, les églises, les hôtels. Tout cela sont des éléments qui vont nous permettre, bien sûr, de faire la planification minière plus tard. Ensuite, un deuxième élément d'une carte géologique, nous avons dit que c'est la répartition lithologique. C'est la répartition lithologique qui nous permet de savoir toutes les roches qui vont bien sûr être représentées sur terrain avec leur épaisseur respective, leur extension respective. Par exemple, là, nous avons pris la carte de la ville de Kananga en République démocratique du Congo. Et sur cette carte est représentée uniquement deux unités lithologiques d'ordre supérieur, à savoir les complexes granitiques et migmatiques d'Ibaya et bien sûr les crétacés inférieurs. Alors voilà, sur cette carte, vous pouvez voir la répartition de ces deux grandes formations et avec leur extension bien précise. Donc, c'est sur cette carte qu'on viendra évidemment superposer le fond topographique, comme nous l'avons dit, c'est l'avant-plan de la carte. Et pour finir, le troisième élément d'une carte géologique, ce sont les structures tectoniques ou les informations tectoniques. Donc, sur une carte géologique, à l'instar de fonds topographiques, à l'instar de voilà, la répartition lithologique, nous avons les informations structurales qui doivent y être représentées. Ces informations se repèrent d'un côté par les signes qui vont indiquer l'orientation et l'épandage des couches. Et ça, c'est très important parce que ces signes vont nous servir lors de l'élaboration d'une coupe géologique. Et ces signes, c'est évidemment l'été. Alors, on commence par voilà ces premiers T qui vous montrent voilà une trace, ok, une trace qui vient être recoupée par une autre. Alors, le premier trait va tout simplement montrer l'orientation de la couche et par exemple là, donc l'orientation est base de la rose des vents. Là, c'est le nord, sud, est, ouest.
Et puis, si les T se disposent de cette façon-là, ça veut dire que voilà, la couche est orientée vers le nord-est, sud-ouest. Alors, son pendage est tout simplement perpendiculaire à cette direction et l'été n'a qu'une seule orientation et cette orientation-là, qui est perpendiculaire, indique le sens du pendage qui sera ici nord-ouest. Alors que dans le deuxième exemple, l'été va indiquer le sens du pendage contraire qui sera tout simplement dans le, disons, euh, sud-est. Et voilà, à part les différents T, vous avez évidemment deux signes représentatifs. Lorsque vous avez justement une petite croix comme ceci sur une carte, cette indication montre tout simplement que la couche dont il s'agit est une couche horizontale. Alors que si vous avez une ligne verticale, tout simplement, ça vous indique que la couche dont vous avez à faire, c'est une couche verticale et donc son pendage est de 90 degrés, contrairement à une couche horizontale dont le pendage serait de, voilà, disons 0 degré. Alors, au niveau des autres signes en forme de T, sachez que les traits perpendiculaires, l'épaisseur des traits perpendiculaires ou la longueur des traits perpendiculaires indique tout simplement voilà la valeur de pendage. Si ces traits perpendiculaires est long, ça veut dire que le pendage tend à être horizontal. Si par contre ce trait perpendiculaire est court, ça veut dire que le pendage tend à être vertical comme il en est le cas ici. 60 degrés, ça veut dire ça tend vers 90, alors qu'ici 30 degrés, ça tend vers 0. Alors, les autres structures qu'on peut représenter sur une carte géologique, à part bien sûr ces signes de direction et pendage que nous avons ici en bas, nous avons la direction, et plutôt les failles et les plis. Donc, il y a des insignes qui peuvent bien sûr vous montrer sur la carte les failles et les plis. Tout dépend de votre représentation. Mais là, par exemple, sur cette carte, nous avons différents éléments qui nous indiquent les structures tectoniques, à l'occurrence les failles, bien sûr, et les épicentres des séismes. Et ensuite, nous allons passer aux règles cartographiques. Sachez que lorsqu'on élabore une carte géologique, il y a des règles. La cartographie, c'est une discipline et dans toute discipline, il y a des règles qu'il faut suivre. Et parmi ces règles, nous en avons sur la symbolisation, nous en avons sur les écritures, nous en avons sur la hiérarchie visuelle et la communication, nous avons des règles sur l'échelle et la projection. Ça veut dire que lorsque vous observez une carte, lorsque vous créez une carte et que vous décidez de mettre des symboles, sachez que les symboles, vous n'allez pas les mettre n'importe comment. Il y a des règles que vous devez suivre lorsque vous choisissez des symboles ou lorsque vous représentez des symboles. De même que lorsque vous écrivez des textes sur une carte, vous ne l'écrivez pas n'importe comment. Vous pouvez aussi prioriser de mettre en avant un élément sur la carte ou bien sûr de les mettre en arrière-plan. Et tout cela doit être pensé du point de vue voilà, réglementation. Alors, nous allons commencer par la symbolisation. La symbolisation désigne l'utilisation des symboles adaptés par leur forme, leur couleur aux objets qu'ils sont censés représenter. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, vous avez divers éléments géométriques que l'on peut représenter sur une carte géologique. Vous avez les points, n'est-ce pas? Vous avez les points, les lignes et vous avez les polygones. Et ces points, ces lignes, ces polygones peuvent être différenciés d'abord par rapport à leur forme, plutôt par rapport à leur taille. Vous pouvez avoir des points de tailles différents. Voilà. Vous pouvez avoir des points dont la couleur varie d'intensité. Ça veut dire, si c'est une couleur jaune, vous avez jaune clair, jaune tout simplement et jaune foncé.
Vous avez aussi, voilà, de éléments ou de points qui peuvent varier par rapport à l'aire figurée. À l'intérieur de ces points, on peut mettre des carreaux, des triangles ou un quadrillage tout à fait différent. Vous avez les points qu'on peut varier par rapport à la couleur. Un point avec couleur jaune, rouge, verte, ça va indiquer évidemment une information différente. Vous avez les éléments avec des orientations différentes. Si vous représentez par exemple les rectangles sur une carte, sachez que vous pouvez véhiculer une information différente par rapport à l'orientation que vous fournissez sur, évidemment, ces rectangles. Et dans notre cas, sur une carte géologique, on va représenter, bien sûr, l'orientation des couches par rapport à des petits t. Et nous avons vu qu'en variant l'orientation de ces petits t, on représente différentes orientations des couches. Mais voilà, les points peuvent être représentés aussi selon différents éléments. Ça peut être des carreaux, des rectangles, des étoiles, des cœurs et j'en passe. Voilà, de la même manière qu'on peut représenter toutes ces valeurs différentes sur le point, on peut les faire sur la ligne où on peut varier l'épaisseur de la ligne, on peut varier l'orientation de la ligne, on peut varier, c'est pas moi, sa couleur, l'intensité ou bien son style. Pareil pour le surface. Alors, on choisira de représenter par exemple une route par une ligne continue et les chemins de fer par une ligne à trait interrompu. Tout cela, ce sont des éléments auxquels vous devez penser lorsque vous faites la représentation ou vous créez votre carte géologique. Ensuite, un deuxième élément dans les règles cartographiques, c'est les écritures. Les écritures facilitent la compréhension de la carte. Voilà, elle englobe les champs de police d'écriture, des tailles, des couleurs et du positionnement. Ça veut dire que sur une carte, vous avez des textes que vous écrivez. Ça peut être les titres, ça peut être l'auteur de la carte, ça peut être le système de projection de la carte, ça peut être voilà les noms que vous donnez à vos différents éléments représentés dans la légende. Mais sachez que tous ces éléments-là ne s'écrivent pas n'importe comment. Alors, parce que ces éléments sont censés évidemment faciliter la compréhension de la carte. Alors, lorsque vous écrivez ces textes, pensez bien à la police d'écriture. Est-ce que vous allez, par exemple, écrire voilà, les titres avec la même police d'écriture ou la taille que voilà, les noms d'auteurs? Voilà, les titres est supposé, par exemple, être plus grand. Voilà, alors pour attirer directement l'attention parce que les titres permettent de comprendre voilà la carte. Par exemple, pour ce qui est des titres, les titres doivent être courts et précis, ne pas dépasser par exemple 9 mots sur un titre de la carte. Et sur les titres de la carte, vous devez avoir voilà la région sur laquelle vous représentez la carte. Vous devez avoir l'attribut ou voilà le paramètre que vous représentez sur la carte. Et voilà, vous devez avoir un élément spécifique qui distingue votre carte. Voilà, ce sont les éléments qui doivent figurer sur les titres parce que ça permet automatiquement de comprendre bien sûr la carte. Mais par exemple, sur les noms d'auteurs, vous n'êtes pas supposé mettre un très grand, bien sûr, les noms d'auteurs en grand caractère parce que c'est une information supplémentaire. Voilà, alors, tel que je disais, il est préférable de limiter le nombre de polices utilisées sur une carte. Vous ne pouvez pas, sur une même carte, utiliser plus de 2 polices, par exemple. La taille doit être pensée et la couleur permet de distinguer les différentes sortes d'objets. Par exemple, sur les titres, vous pouvez mettre, par exemple, une couleur noire. Sur les titres de la légende, mettre, par exemple, une couleur bleu foncé etc. Juste pour montrer la différence que ça, c'est un élément de texte et ça, c'est un autre élément de texte.
Et ensuite, nous passons par l'écriture. Voilà, utiliser les noirs pour les non-dits, les bleus pour les cours d'eau et les verts pour ce qui concerne la nature. Ça veut dire que il y a des règles générales dans l'écriture. D'une manière générale, on a toujours utilisé la couleur bleue pour représenter les cours d'eau, la couleur verte pour représenter tout ce qui a trait à la nature. Pour un cours d'eau, voilà, les textes sera disposé le long de la rivière. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner ou écrire les noms d'une rivière perpendiculairement à la ligne qui représente cette rivière. Les noms d'une rivière par question d'art doit être longitudinal ou parallèle, bien sûr, à la ligne qui représente évidemment cette rivière. Alors, les noms d'un océan pourra être sur une courbe afin de rendre compte de son étendue. Le positionnement peut également voilà, apporter une indication sur l'emplacement de l'objet. Ça veut dire que sur une carte, lorsque vous placez un point, par exemple, vous n'allez pas aller écrire son nom plus loin que ce point. Donc, les noms du point que vous représentez doit être à côté du point pour indiquer que ce point-là a pour information les noms que vous lui avez attribués. Voilà, alors ce sont là les différents éléments que vous devez connaître sur évidemment les écritures. Alors, passons à la hiérarchie visuelle et communication. Alors, plusieurs couches d'informations peuvent être représentées sur la carte. La plus visible est mise en avant au premier plan de la carte. Ça veut dire que lorsque vous observez ou vous représentez une carte, sachez que l'information la plus importante est celle qui est mise en avant. C'est donc ce que l'œil humain va capter en premier. C'est donc celle que vous devez privilégier. Les couleurs les plus intenses seront affectées au premier plan qui met en évidence les thèmes de la carte, tandis que des couleurs moins vives seront mises en arrière-plan. Pour une carte routière, par exemple, des couleurs vives serviront pour représenter les routes. Les plans des villes touristiques affichent des icônes qui mettent en évidence les lieux comme les hôtels et les restaurants. Alors, qu'en est-il des échelles et la projection? Sachez que la quantité des objets à représenter et la taille du document final afin d'offrir un contexte géographique compréhensible est amplement dépendante de l'échelle qu'on s'est choisie. L'échelle, c'est quoi? C'est tout simplement le rapport entre la distance mesurée sur la carte et cette même distance mesurée sur terrain. Si par exemple une distance réelle sur la carte est plutôt sur terrain est de 8 km et à réduire à 4 cm sur une carte, alors l'échelle de cette carte est de 4 cm sur 8 km, soit 4 sur 800 cm. Donc, on écrira sur la carte comme échelle 1 sur 200 000 parce que nous aurons divisé 4 par 8. Alors, une question importante que nous devons nous poser, c'est comment créer une carte géologique. Pour créer une carte géologique, il y a 4 étapes à suivre. La première étape, c'est celle de délimiter sa zone d'étude. Alors, pour délimiter sa zone d'étude, il est important de se servir d'une carte globale qui représente tous les pays du monde. Et cette carte, vous pouvez l'avoir gratuitement à travers OpenStreet, à travers Google Earth ou à travers une carte téléchargée sur Internet. Alors, dès que vous avez une telle carte, vous allez zoomer la carte jusqu'à retrouver votre zone que vous êtes en train de représenter et puis vous pouvez digitaliser la dite zone. Ensuite, dès que vous avez votre zone d'étude délimitée, vous pouvez par la suite télécharger l'imagerie satellitaire intrinsèque à cette zone. Quel est l'objectif de délimiter ou de télécharger l'imagerie satellitaire intrinsèque à cette zone? C'est pour par la suite extraire les différentes informations qui vont vous servir de fond topographique. Quelles sont ces informations? Il s'agit là
des courbes des niveaux, il s'agit des routes, des rivières, des églises et des réseaux routiers, disais-je, des réseaux hydrographiques, ainsi que des points repères tels que les églises, les écoles, les restaurants. Et voilà, après avoir créé un fond topographique, vous devez évidemment créer un fond lithologique. Pour créer un fond lithologique, vous avez plutôt trois méthodes que vous pouvez utiliser. Soit vous pouvez télécharger une carte géologique globale, et les cartes géologiques globales, ça se trouve, vous pouvez la télécharger à partir d'un site américain dont vous aurez les liens à travers ces cours. Et lorsque vous téléchargez une carte géologique, pareil, vous la menez dans un logiciel SIG. Vous pouvez tout simplement couper sur cette carte votre région d'études. Donc, cela constitue la première méthode. Pour ce qui est de la deuxième méthode, vous pouvez créer ou élaborer votre carte géologique à la main. C'est ce qui est fait par beaucoup de gens. Donc, vous créez votre carte géologique à la main et vous, bien sûr, importez votre carte géologique plutôt manuscrite et vous la digitalisez sur un logiciel SIG pour, bien sûr, la rendre apte à être soumise à une mise en page. Et la dernière méthode, c'est celle qui consiste à créer une carte géologique à partir de points d'échantillonnage des roches. Et toutes ces méthodes, nous allons les détailler à travers les cours, et sachez simplement que chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Enfin, quels sont les éléments en fait qui constituent une coupe géologique? Une coupe géologique est constituée de trois éléments. Les profils topographiques, c'est une ligne, bien sûr, courbe qui va indiquer l'allure du terrain. Donc, sur un segment de droite représenté sur la carte, nous pouvons connaître quelle est bien sûr la partie du terrain qui est en bas, bien sûr, et quelle est la partie du terrain qui est surélevée. Et ça, c'est montré sur, bien sûr, comment dire, un profil topographique. Ensuite, sur ces profils topographiques, en dessous de la ligne sera représenté les différentes lithologies qui vont bien sûr nous montrer la succession des différentes roches sur bien sûr une trajectoire. Et enfin, nous allons y représenter aussi les structures tectoniques comme le plan des failles et pourquoi pas les plans des plis. Et enfin, nous pouvons nous poser des questions. Quels sont les logiciels que nous pouvons utiliser pour créer des cartes géologiques ou des coupes géologiques? Car il faut bien le dire, aujourd'hui, la géologie, les domaines miniers est révolutionné. Il n'est plus question d'élaborer des cartes à la main ou bien sûr d'élaborer des coupes géologiques à la main. Et quand bien même on peut le faire selon certains critères, bien sûr, des entreprises, il faudrait toujours, ou on finira toujours par les numériser à travers un logiciel SIG pour les rendre professionnels et pour les manipuler selon des objectifs bien spécifiques. Alors, il y a deux catégories de logiciels. Nous avons des logiciels qui vont nous permettre d'élaborer des cartes géologiques et nous avons des logiciels qui permettent d'élaborer des coupes géologiques. Pour ce qui est des logiciels qui permettent d'élaborer des cartes géologiques, il peut s'agir des ArcGIS, il peut s'agir des QGIS, des SAFER ou des MapInfo. Voilà, la liste est non exhaustive. Pareil pour les coupes géologiques. En fait, pour élaborer une coupe géologique, il faut d'abord avoir élaboré une carte géologique. Quand vous élaborez une carte géologique et que vous l'enregistrez sous format image, et là, nous allons y revenir plus tard, les formats images que vous enregistrez sur les logiciels SIG doit être un format choisi en avance et avec objectif, parce que
Ce format doit être notamment le format SVG, qui est un format facilement importable dans les logiciels de traitement d'image qu'on va utiliser pour élaborer la coupe géologique. Et quels sont ces logiciels utilisés pour l'élaboration des coupes géologiques? Vous avez notamment le logiciel Inkscape qui est là. Vous avez le logiciel Illustrator, Adobe Illustrator ou tout simplement Adobe Photoshop. Et là encore, je dois préciser que ce n'est pas exhaustive cette liste. Et maintenant, vous pouvez vous poser des questions. Comment mieux apprendre à créer une carte géologique ou une coupe géologique? Dans la description de cette leçon, il y a un lien pour bien sûr vous permettre d'élaborer votre coupe géologique ou votre carte géologique avec l'un des logiciels présentés ci-haut. Ciao, à bientôt.